Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une situation de divergence dynamique qui est en train de s'installer entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Si la Banque centrale européenne confirme son envie, sa volonté d'initier une première baisse de taux lors de sa réunion du 6 juin prochain, la Fed est en train de réviser sérieusement sa copie, puisque de l'aveu même de Jérôme Powell hier soir, l'heure n'est plus à envisager prochainement une recalibration du réglage de la politique monétaire, l'heure est plutôt à maintenir les taux à leur niveau actuel, as long as needed. Voilà la phrase clé prononcée hier soir par Jérôme Powell, qui change quand même considérablement la donne par rapport à ce qui avait été signalé par le FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, il y a à peine un mois à travers la communication de sa dernière réunion de politique monétaire. Jusqu'où cette situation de divergence dynamique peut-elle nous emmener? Ce sera évidemment le grand sujet de discussion à la une de Planète Marché dans quelques instants avec nos invités autour de la table. L'autre gros morceau pour les investisseurs en ce moment, ce sont les publications de résultats avec les deux plus grosses capitalisations boursières européennes qui publiaient leurs résultats aujourd'hui, à savoir LVMH côté français et ASML côté néerlandais. Si LVMH s'en sort plutôt bien avec des attentes qui avaient été considérablement abaissées, LVMH signe une progression significative aujourd'hui et permet d'ailleurs à l'indice CAC 40 et à l'ensemble de l'Europe de se maintenir dans le vert. Le sort d'ASML sur le plan boursier est un peu différent après que le groupe, spécialiste des machines de lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs, a publié des prises de commandes notamment très inférieures aux attentes. Le titre ASML signe la plus forte baisse de l'Eurostock 50 aujourd'hui. Vous aurez tous les détails dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, focus sur la gestion alternative. Quelle est la place de la gestion alternative aujourd'hui? Ou autrement dit, est-ce que la gestion alternative a toute la place qu'elle mérite dans les portefeuilles des investisseurs, notamment sur le marché français? Nous en parlerons avec le cofondateur d'Elebor Capital, Franck Bielikov, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés au terme d'une séance positive en Europe avec Pauline Gratel. La bourse de Paris reprend de la hauteur aujourd'hui et gagne 1,5% alors qu'elle était repassée sous le seuil des 8000 points hier. L'ensemble des bourses européennes est tiré par les publications d'entreprises alors que la hausse des taux se calme un peu aujourd'hui sur le marché obligataire. La question des marges de manœuvre de la Fed pour baisser ses taux cette année reste entière, d'autant que Jérôme Powell hier soir a lui-même reconnu que la baisse de l'inflation prendra plus de temps que prévu et que la Fed devra maintenir ses taux actuels à leur niveau aussi longtemps que nécessaire. Ceci étant dit, ce sont bien les résultats d'entreprises qui font la tendance aujourd'hui et les chiffres de LVMH y sont pour quelque chose. Les investisseurs saluent des résultats moins pires que prévus. Le groupe de luxe fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3% au titre du premier trimestre, de presque 21 milliards d'euros. Concernant le marché chinois, très important pour le secteur, le directeur financier de LVMH explique qu'après le Covid en 2022, il y avait beaucoup d'euphorie et que cette année, la croissance des ventes à la clientèle chinoise est autour de 10%, ce qui correspond à une normalisation. Après ces annonces, le titre LVMH repasse la barre des 800 € et est en hausse de plus de 5% au cours de la séance. Dans son sillage, le titre Hermès est également en hausse et les deux valeurs sont en tête du CAC. Dans le secteur de la mode, Adidas relève ses objectifs financiers pour cette année grâce à un résultat opérationnel meilleur que prévu sur le premier trimestre de 336 millions d'euros contre 60 millions l'an dernier. Cette année, le groupe est porté par les ventes de ses modèles rétro. C'est à la mode. Le titre Adidas prend 8% en Allemagne et inscrit un record depuis 2 ans. La progression de Adidas permet au DAX de gagner presque 1%.
À l'opposé, dans le secteur des semi-conducteurs, ASML voit rouge. Le titre est en baisse de 5% au cours de la séance, après que l'entreprise a publié des prises de commandes très inférieures aux attentes. Le chiffre d'affaires, lui, ressort à 5,3 milliards d'euros, en déclin de 21,5% par rapport à l'an dernier. Du côté des indicateurs, l'inflation en zone euro est confirmée à 2,4% sur un an en mars, après 2,6% le mois précédent. Au Royaume-Uni, l'inflation ralentit en mars à 3,2% sur un an, après 3,4% en février. En données sous-jacentes, elle ressort à 4,2%. Demain, du côté des indicateurs, la séance sera rythmée par quelques publications américaines. Sont attendus notamment l'indicateur avancé du Conference Board de mars et l'indice de la Fed de Philadelphie. Côté résultats d'entreprise, les investisseurs suivront demain les publications de L'Oréal, EssilorLuxottica, Edenred, et dans la soirée côté américain, ceux de Netflix sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Déo est avec nous, gérant senior chez Eleva Capital. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Franck Dixmier d'être avec nous également. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Et Michel Martinez nous accompagne également. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Je parlais de divergences dynamiques qui s'installent entre la Fed et la BCE. Michel, non seulement la BCE confirme son intention d'initier un cycle de baisse de taux à compter du 6 juin prochain, mais elle le fait au moment où la Fed est en train de sérieusement réviser sa copie. Je disais, 3 semaines ou moins d'un mois après le dernier FOMC qui consolidait dans les projections faites par les banquiers centraux américains l'idée de 3 baisses de taux cette année, eh bien, Jérôme Powell, hier soir, est en train de changer complètement de discours. Le moment n'est plus du tout approprié pour recalibrer prochainement la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Non, l'idée, c'est désormais que les taux vont devoir rester au moins à ces niveaux pour aussi longtemps que nécessaire, selon la phrase clé de Jérôme Powell. Qu'est-ce qui justifie cette situation de divergence dynamique ? Comment est-ce que vous vous positionnez autour de la table ? Et Michel Martinez, pour commencer, par rapport à ces communications de banque centrale récentes, et où est-ce que tout ça nous emmène sur le plan macro et sur le plan des marchés ? Voilà, on a 40 minutes pour discuter de tout ça. Michel. Oui, alors, on commence à tenir compte de la résistance, la bonne performance de l'économie américaine, tant du point de vue de la croissance, le consommateur américain se tient très bien. L'inflation surprend à la hausse. Si on regarde l'inflation sous-jacente aux États-Unis, on est sur un momentum qui est légèrement inférieur à 5%, 4,8% l'an sur les 3 derniers mois. C'est dans les deux cas, que ce soit l'activité, toutes les données d'activité, y compris le marché du travail ou les prix, il y a des surprises à la hausse. Donc on comprend très bien le changement de tonalité, la moindre confiance de la Fed dans les baisses des taux. Et nous-mêmes, on a acté, puisque maintenant, on n'anticipe plus de baisse des taux de la Fed cette année. Et on anticipe 100 points de base de baisse des taux de la Fed en 2025. En zone euro, la situation est quand même différente. On a moins de croissance. On a une inflation totale qui est, ça vient d'être rappelé, à 2,4%. S'il n'y a pas de grosse surprise sur l'inflation, sur l'énergie, on va descendre probablement en dessous de 2% cet été. Et donc, probablement qu'avec une inflation totale en dessous de 2, la BCE pourra baisser les taux. Là, elle a quand même pas mal télégraphié maintenant. Et on se dit que si elle baisse les taux une fois, elle baissera au moins 2 fois. Alors au total, on a 3 baisses des taux cette année pour la BCE, 15 points de base. Mais au-delà des 2 premières, notre degré de confiance, il est limité parce qu'il faudrait que toutes les étoiles, les planètes soient alignées pour que l'inflation domestique, qui elle est encore légèrement en dessous de 3%, baisse, se rapproche de 2. Alors c'est un scénario plausible, mais il y a beaucoup d'hypothèses derrière sur les profits, sur la productivité, sur la rémunération, sur les salaires, pour pouvoir y arriver, et on en est loin aujourd'hui. Ce qui sont des hypothèses encore à consolider. Oui, on en est très loin. On est très loin. Quand on regarde sur ces 3 critères,
Par exemple, si on regarde les marges, ce qu'elles étaient fin d'année 2023, si on regarde les coûts salariaux unitaires, donc les salaires déflatés par les prix, par la productivité, les gains de productivité, on est très très loin d'hypothèses qui peuvent permettre d'envisager de revenir à une inflation à 2. Maintenant, il y a des raisonnements économiques, parce que nous aussi on les partage, qui permettent d'y aller, mais avec un degré de confiance qui est limité. Je comprends. Et donc, la forte conviction, c'est 2 baisses de taux de la BCE au moins, oui. 3e en suspens, mais ça montre bien que même du côté de la BCE, il y a une limite à sa capacité d'accommodation de la situation aujourd'hui. Bah, il y a ça, mais en même temps, faut rappeler que dans le cadre de la Fed, comme la BCE, les attentes de marché, les discours des banques centrales peuvent bouger beaucoup en fonction de l'évolution des données. Il se trouve que depuis le début de l'année, aux États-Unis surtout, les données sont beaucoup plus fortes que prévu. Donc forcément, ça plaide pour moins de baisse des taux. Mais quand les faits changent, je change d'avis. Voilà. Dans 6 mois, la situation peut changer. Ouais. Et peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, mais la vraie difficulté, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où il y a beaucoup de volatilité sur les prix, et beaucoup d'incertitudes sur quel est le point d'arrivée en termes d'inflation et de façon relative aussi quels sont les taux neutres, les taux terminaux. Si vous regardez les anticipations de marché sur les taux terminaux, donc quels vont être les taux de la Fed dans 2 ans, dans 3 ans de la BCE, ils ont bougé en 3 mois, 4 mois, ils ont bougé dans les 2 cas de plus de 100 points de base. À la hausse. Mais ça peut changer. Oui, bien sûr. C'est le principe. Le marché évalue au jour le jour, effectivement, ce qui peut... On ne sait pas bien, en fait. Je crois que l'idée générale qu'on a, nous, pour conclure, c'est que les banques centrales, comme les marchés, sont dans un processus de découverte sur le degré de restriction de la politique monétaire. Quel est le degré de restriction de la politique monétaire qu'il faut mettre en place pour arriver à 2% dans les 2 cas? Est-ce qu'aujourd'hui, la politique monétaire est vraiment restrictive ou non? C'est un débat. Et cet apprentissage en marchant, si je puis dire, justifie totalement, que ce soit pour la BCE ou la Fed, une approche très très prudente sur le rythme, la vitesse, le quantum de baisse de taux à délivrer. Exactement. Ouais. Franck, chez Allianz, qu'est-ce que vous dites, notamment après ces derniers mots de Jérôme Powell hier soir, as long as needed? Est-ce que ça se traduit en langage simple et compréhensible par notre scénario central à la Fed est en train d'évoluer de 3 baisses de taux vers 0 cette année? Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis les surprises qu'on a pu avoir sur les derniers chiffres américains, que ce soit croissance, emploi, inflation, on a véritablement un changement de dynamique sur les marchés de taux qui intègre de plus en plus que ce décalage de cycle macroéconomique entre les États-Unis et zone euro va se traduire par une divergence en termes de timing des politiques monétaires et une certaine décorrélation entre les marchés de taux américains et les autres marchés. Parce que ça, c'était tout à fait frappant. Ce décalage cyclique, c'est pas une nouveauté. Je pense qu'on l'avait tous plus ou moins identifié. Le creux de l'activité en zone euro est derrière nous. On l'a eu en 2023, mi-2023. Les États-Unis, eux, sont encore dans cette phase de décélération, une décélération extrêmement graduelle. Mais le creux de l'activité est devant eux. Mais on avait un degré de corrélation entre emprunt d'État américain et en zone euro extrêmement élevé, de l'ordre de 90%. Dans l'histoire, c'est extrêmement rare de voir un tel degré de corrélation. Le marché américain est souvent un marché directeur, mais un tel degré de corrélation, 1 pour 1, pratiquement, c'était un peu du jamais vu. Pour dire les choses, c'était un gérant, ou c'est peut-être même vous d'ailleurs qui le disiez comme ça. Ce qui compte pour les taux en Europe, c'est ce que va faire la Fed. C'était ça la situation. Oui, je pense que je n'ai jamais dit ça. Non, mais c'est l'influence de la Fed qui prime sur le marché obligataire. Voilà, je ne revendique rien. Mais oui, évidemment, il y a une influence majeure. Et ce qu'on a vu notamment lors de la publication du CPI, ça a été fou. Parce qu'en une journée, mercredi dernier, la semaine dernière, on a eu 40 BP de tension sur les taux court terme aux États-Unis. On a eu 10, 15, 20 BP de tension sur les taux long terme. Les taux
en zone euro ont extrêmement bien résisté. Oui, D'accord. on a corrigé de 5 à 10 BP, mais on a quand même très très bien résisté. Il y a une diffusion de ce qui s'est passé sur la Coupe américaine, mais dans une moindre mesure par rapport à ce qu'on pouvait observer en Et termes de simultanément, les marchés ont totalement revu leurs anticipations de baisse de taux aux États-Unis et pratiquement pas en zone euro. Donc on a encore 3 baisses de taux anticipées en zone euro, avec une première baisse en juin, alors même qu'on n'a plus qu'une et demie baisse de taux anticipée du côté américain. Donc on a réellement un changement dynamique, mais qui nous paraît très sain, parce que ça reflète effectivement des fondamentaux qui sont en décalage. Et ce pricing de marché tel que vous le décrivez aujourd'hui, allez, une, peut-être 2 baisses de taux côté américain, si on arrive à les placer, 2, voire 3 en zone euro. C'est un pricing que vous endossez aujourd'hui, Franck, qui vous paraît crédible, solide? Alors, je pense qu'encore une fois, on peut faire une différence entre les marchés en zone euro et aux États-Unis. Moi, ce que j'en tire, en fait, des évolutions récentes, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de visibilité du côté de la politique monétaire BCE qu'aux États-Unis. On a beaucoup plus de certitude. Et je pense que ça transpirait des interventions de Christine Lagarde lors de la conférence de presse, cette espèce de confiance un peu retrouvée de la Banque Centrale Européenne qui préannonce finalement qu'elle va entrer enfin dans un cycle de desserrement monétaire. Et du côté américain, enfin je crois que Powell a dit en fait ce que les marchés avaient compris, mais rien de plus. Oui. Rien de plus. Et il n'y a pas eu d'impact, mais du tout sur les taux. Il y a eu un blip, on est revenu aujourd'hui. Tout s'est fait avant. Oui. Tout s'est fait avant. Mais oui, il faut faire attention parce qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'on a du mal à capturer les tendances, notamment sur l'inflation, parce qu'on a c'est vrai, sous-estimé l'influence de l'hédonisme du consommateur américain qui consomme, qui épuise dans son épargne. Ça aura une fin, mais en tout cas là, ça dure. Et puis le soutien budgétaire qui a été majeur. Bon, sur cette question de divergence, comment vous vous positionnez, Stéphane ? Est-ce que le marché va déjà un peu trop loin dans l'idée que la Fed ne baissera pas ses taux cette année, ou est-ce que ça devient un scénario central par rapport à une BCE qui semble prête à y aller? Ce que dit le marché, si on regarde le marché des options, c'est qu'il y a 20% de probabilité, donc une chance sur 5, que la Fed ne bouge pas d'ici la fin de l'année. Donc ça reste un scénario plausible, crédible, mais qui reste marginal. Le scénario central, c'est une baisse de taux, en fait, d'après le marché des options, en fait. Le scénario alternatif, c'est 2 baisses de taux. Moi, je pense que le marché est allé beaucoup trop loin au début de l'année, quand il y avait cette baisse de taux. C'était aberrant. On a enlevé cet excès parce que l'économie tient bien. On s'aperçoit que, nous, c'était notre vue. Et surtout parce qu'il y a des pressions inflationnistes qui remontent petit à petit. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'on va revenir sur du 10%, c'est pas du tout le sujet, mais on est au-dessus de 3 et ça glisse plutôt vers le haut. Je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est que quand on lit dans le détail les communications de la Fed, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas trop confiance dans leurs prévisions. Et ça, c'est nouveau. Et je discutais ce matin avec une personne qui a passé 16 ans à la Fed, qui me disait, oui, effectivement, il y a un vrai sujet. Ah oui. Et ça, c'est important. Alors, ça paraît un détail technique, mais c'est important. C'est assez distillé dans pas mal de banques centrales, de ce point de vue-là. Oui, mais particulièrement dans la Fed, d'accord. Parce que je vous rappelle que la Fed avait des prévisions il y a encore quelques mois où il disait, on va à 2, vous inquiétez pas, c'est bon, c'est fini. Si vous avez une inflation qui est à 3, 3,5 avec une prévision à 2 et vous la croyez, vous pouvez baisser les taux, puisque vous savez que d'ici quelques mois, c'est gagné. Si vous avez une inflation qui est à 3, 3,5, 4 et vous savez absolument pas où vous allez attendre. Il faut la charge de la preuve. Et moi, ce que j'entends de la Fed, c'est qu'ils veulent voir au moins 2-3 mois d'inflation suffisamment basse pour être convaincus qu'ils peuvent baisser les taux. Et donc, ça repousse effectivement, dans le meilleur des cas, à juillet, si ce n'est septembre. Et ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Et je pense que la probabilité, c'est qu'effectivement, on n'aura pas de 3 bons chiffres de suite, et donc septembre devient octobre ou novembre, et donc la probabilité effectivement qu'on se retrouve avec une seule baisse, voire zéro, devient... Novembre, elle a lieu le 6 novembre. Oui. Donc, bon, on peut imaginer que c'est un meeting pour rien, quoi. Enfin, pour rien. C'est qui prendra connaissance de nouvelle situation. Donc oui, la probabilité qu'il ne se passe rien ou qu'on ait une seule baisse de taux devient totalement centrale. La BCE, moi je pense qu'on a la dynamique inverse. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup choqué, alors pareil, je lis les communiqués en détail, c'est que
dans le communiqué de la BCE, on dit les pressions salariales baissent, les marges des entreprises absorbent, etc. Alors on y croit ou on n'y croit pas. Je sais qu'avec Michel, on a le débat. Mais bon, ni Michel ni moi ne sommes au bord. Mais c'est un argument mis en avant et c'est dans le communiqué, dans le statement de la BCE lors de son dernier meeting, endossé par l'ensemble du Conseil. C'est ce qui faisait peur aux durs de la BCE. Oui. Donc si les durs disent « Ah ben non, finalement, ça va dans le bon sens ouais. », c'est que le problème d'inflation est, alors je ne vais pas dire résolu, parce qu'une fois de plus, on s'est tous beaucoup trompés sur l'inflation, mais ça veut dire que dans une très large mesure, ils pensent avoir gagné. Bon, mais si c'est le cas, je suis désolé, mais vous ne baissez pas de 25 BP. C'est totalement incohérent. On a mis les taux là où ils sont quand l'inflation était à 10. Si on dit c'est bon, l'inflation reconverge sur 2, c'est pas 25 BP qu'il faut faire. C'est plusieurs baisses de taux de suite. Et donc, je pense qu'il y a un risque qu'on continue à repousser les baisses de taux de la Fed. Et par contre, que la baisse de juin, pour moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sauf énormissime surprise, mais il faut jamais... La barre est haute pour qu'elle ne baisse pas ses taux le 6 juin, voilà, c'est sûr. Voilà. La vraie question, c'est ensuite, après. Ouais. S'ils nous disent, en juin, on baisse les taux parce que, vous voyez, l'inflation, c'est bon, on est revenu à 2, tout le monde va dire, mais alors, pourquoi vous faites qu'une baisse ? C'est incohérent. Il faut en faire une autre. D'où l'idée qu'ils en feront 2, comme disait Michel. Et après ? Ah oui, ou plus. Enfin, c'est pas pareil, 50 BP. Si vous dites, mon inflation était à 10, je suis revenu à 2, de baisse de taux, je suis désolé, mais c'est pas cohérent, c'est ridicule. Même Villeroy-de-Galhau, qui est quand même à la fois un poids lourd et un membre influent du Conseil, lui estime plutôt qu'il faut une approche très progressive. C'est aussi dans le trade-off avec les faucons, de dire partons quand on peut et allons-y doucement, quitte à arriver à la fin avec un taux terminal plus élevé que si on était parti plus tard avec le besoin de couper très vite. Hein. Oui. Pour rebondir sur ce que Stéphane a dit, après, une fois qu'on dit il faut plusieurs baisses de taux, en fait, la question qu'on pose, c'est quel est le taux terminal quel est le taux terminal, quel est le taux neutre et quel est le degré de restrictivité de la politique monétaire. Mais il y a Franck l'a dit tout à l'heure, on a probablement passé le point bas de l'activité économique en zone euro, et s'il y a des baisses de taux 50, 75, 100 points de base... Qu'est-ce que ça change alors ? Je pense qu'on va avoir un fort rebond du marché immobilier en Europe, qui est à des niveaux très bas. Et on peut avoir une impulsion très, très vive. Et pareil pour la consommation, l'investissement. Et alors, si on part du principe ou de l'idée que la croissance potentielle elle est limitée à cause de la démographie en zone euro, si vous avez une impulsion monétaire comme ça très forte, voilà. Mais vous pouvez recréer des pressions inflationnistes. 50 points de base, ça permet de délivrer peut-être, je sais des secteurs comme l'immobilier Nous, on dit que le taux terminal, il est à 2,5. Mais il y a un an, on disait qu'il était à 1,5. Voilà. Et il y a 3 ans, on disait qu'il était à 0. Donc, on ne sait pas bien, ça. On ne sait pas bien. C'est vraiment ce que je disais, c'est un processus de découverte en marchant, en avançant. Et je pense que ça plaide pour une approche très graduelle. Et il me semble que la plupart des gouverneurs des banques centrales, y compris en Europe, plaident pour une approche graduelle. Voilà, quand ils incitent sur la dépendance aux données, une approche meeting par meeting, je le répète les mots, meeting, et dépendance, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui pourrait les faire aller plus vite ou sortir de cette approche graduelle pour une approche peut-être un peu plus systématique ? Bien évidemment, les suspects habituels, des chocs exogènes majeurs. Ça peut être, bien sûr, crise énergétique, guerre, tout ce que vous voulez, géopolitique. Ça peut être des chocs sur les marchés obligataires. Mais du côté de l'économie elle-même, elle est quand même... Tout semble montrer qu'elle est très résistante. On a en Europe à la fois les entreprises et les ménages, parce que les ménages européens n'ont pas mangé leur épargne accumulée, qui sont dans une situation financière extrêmement bonne, la meilleure depuis des décennies. Donc c'est pas eux qui vont craquer la croissance. Donc il faut que ce soit quelque chose d'extérieur. Par contre, je reviens encore une fois à l'idée, la croissance potentielle en zone euro, elle est peut-être faible, entre 0,5 et 1%. Le scénario de base aujourd'hui, c'est 0,5. Si vous remettez un peu de stimuli, on va à 0,8 ou à 1, vous pouvez monter au-dessus de la croissance potentielle. Et là, les marges des entreprises
qui était en train de décélérer, voire baisser, remonte. Et donc, vous avez quand même beaucoup moins de certitude sur les pressions inflationnistes. Donc, voilà, le scénario qui peut avoir 50, 60, 100 points de base de taux très rapide, nous, on n'y adhère pas. Sur l'immobilier, ce qui est intéressant, alors c'est encore du domaine de l'anecdote et c'est relatif au marché français, mais effectivement, on voit des banques qui sont capables de distribuer des taux de crédit un peu inférieurs à il y a quelques mois. Et ben immédiatement, c'est la ruée dans les agences immobilières. Voilà, tous les agents immobiliers vous disent, les acheteurs reviennent, tâter un peu le terrain, etc. Moindre décrochage de quelques bips ou dizaines de bips, non Il y a eu l'enquête de la BCE la semaine dernière. Je disais, c'est du domaine de l'anecdote. C'est pas la ruée vers l'or. Je disais, c'est du domaine de l'anecdote. Non, mais ça se normalise quand on regarde. Ça se normalise. C'est devenu normal. C'est devenu normal, Franck. Juste revenir aux États-Unis, parce qu'on a eu quand même une correction considérable des anticipations aux États-Unis. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que la Fed est comprise, même si on ne sait pas où elle va. Et ce qui me fait dire ça, c'est la qualité de l'ancrage des anticipations d'inflation dans le marché. Quand vous regardez le 5 ans dans 5 ans swap inflation, on est à 2,65 autour. Grosso modo, on est sur la moyenne de long terme. Mais ça, c'est excellent pour la Fed. Ça veut dire qu'elle est crédible. Donc, même avec la remontée du momentum inflationniste ces derniers mois, ça n'a pas désancré de ce point de vue-là. Ça veut dire que les marchés croient dans la capacité de la Fed à respecter son mandat de stabilité des prix. Mais ça, c'est important. Parce que si on avait effectivement un désancrage des anticipations d'inflation dans ce contexte-là, la pression sur la Fed serait considérable pour qu'elle monte ces taux. Et voilà. Pour qu'elle monte ces taux. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est pour ça que je pense que la Fed est comprise, même si on ne sait pas réellement où elle va. Donc l'histoire n'a pas complètement changé. Moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le point Larry Summers, puisque, bon, non mais c'est quand même, là aussi, un pundit, comme on dit, il est partout, tout le temps, sur les plateaux, pour prêcher sa parole, en tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne parole, mais lui, son point, c'est de dire, il y a 15%, 20% peut-être, de probabilité que le prochain mouvement de la Fed soit une hausse de taux. C'est le scénario alternatif. Le scénario alternatif, c'est une croissance qui reste forte aux États-Unis, avec une inflation qui reste élevée. Donc, effectivement, aucun argument pour laisser les taux là où ils sont. Cette divergence, quand même, non seulement qu'on constate, mais qu'il faut accepter, est-ce que ça génère des frictions de marché ? Est-ce que vous disiez finalement la corrélation entre les taux, l'obligataire américain et l'obligataire européen a un peu diminué ? Est-ce que si la BCE baisse une fois, 2 fois, peut-être 3 en solo, comment ça se traduit sur les marchés, Franck ? En termes de construction de portefeuille, c'est beaucoup plus de conviction en fait, sur le marché de la zone euro. En termes de duration, de positionnement sur la courbe, d'allocation d'actifs risqués, crédit. C'est positif pour les actifs risqués zone euro. Ah oui. Un cycle de baisse des taux, c'est plutôt pas mal pour le crédit. Et ça, vous le mesurez à travers l'appétit sur le marché primaire, qui est phénoménal. Bon, là, on est dans la période de blackout, il ne se passe plus rien, donc de publication de résultats. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Mais l'appétit pour le crédit, enfin, pour l'obligataire en général, est phénoménal en zone euro. Et tout le monde a accès au marché aujourd'hui ? Oui. De la part des émetteurs. Enfin, même ceux qui sont les moins bien notés. Oui, on a vu notamment des crédits immobiliers aller taper le marché avec succès, oui. D'accord. Et sur la devise ? Oui, forcément, ça glisse. Forcément, ça glisse. Alors, est-ce que ça va être un frein pour la BCE ? C'est même pas sûr, en fait. Même pas sûr. Et après, c'est toujours ce compromis inflation, croissance. Nous, on pense pas que ça la gêne, en fait. Parce qu'on parle d'un décalage assez subtil, quand même, en termes de timing. En tout cas, nous, c'est notre scénario qu'effectivement, on valide plutôt le scénario actuel d'une première baisse en septembre pour la Fed. Donc, ce serait 3 mois. Je suis d'accord, mais ça peut être un décalage un peu moins transitoire. Sur la question du change, notamment. Le change, l'euro s'est un peu déprécié contre le dollar. On doit être à 1,06, 1,07 aujourd'hui. Nous, il nous semble que pour qu'il y ait un décrochage beaucoup plus fort de l'euro contre le dollar vers la parité, il faudrait un décalage dans les anticipations de politique monétaire plus fort que ce qu'on voit aujourd'hui. On l'a répété plusieurs fois, pour la Fed, les marchés anticipent 35-40 points de baisse de taux cette année. La BCE autour de 75 points de baisse de taux. Donc, vous voyez, il y a un écart d'une quarantaine de points de base. Et dans les deux cas, autant de baisse de taux en 2025. Donc, l'euro-dollar, aujourd'hui,
sa valeur tient déjà compte de ce différentiel, que le fait que on attend que la BCE baisse un peu plus. Donc si on reste dans ce corridor, en fait... Voilà. Il faudrait un scénario où il y a des divergences beaucoup plus fortes pour que l'euro-dollar s'affaiblisse. Et là, effectivement, ça pourrait contraindre à ce moment-là la BCE. Donc ce serait plutôt effectivement les scénarios où la Fed non seulement ne baisse pas les taux cette année, mais est attentive l'an prochain, voire remonte les taux, pour que là, il y ait un vrai décrochage. Vos commentaires, Stéphane, bien sûr. Puis je veux bien qu'on essaye d'expliquer aussi le lien qu'il peut y avoir entre politique fiscale, budgétaire, avec des déficits quand même signalés devant nous, toujours assez amples. Il n'y a pas un appétit délirant pour de la consolidation budgétaire aujourd'hui, malgré le niveau des taux d'intérêt, sauf à la marge pour quelques pays, peut-être. Et dans quelle mesure ça influence ou ça a un impact sur la conduite de la politique monétaire aujourd'hui? Alors aux États-Unis, je pense il y a eu beaucoup de pessimisme sur les États-Unis il y a 6 mois, il y a 1 an. Je pense qu'il y a 2 erreurs qui ont été faites. Un, on a sous-estimé la relance budgétaire qui est absolument pharaonique. Et donc ça a énormément aidé. Et 2, on a surestimé l'impact des politiques monétaires qui finalement ont beaucoup moins pénalisé l'économie qu'attendu, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Et on est dans cette situation-là. Et le risque, c'est effectivement que cette relance budgétaire qui reste extrêmement forte aux États-Unis continue d'alimenter une croissance forte. Ouais. Et donc, forcément, ça limite la capacité de la Fed à baisser les taux. Donc, c'est moins de baisse de taux. C'est moins de baisse des taux. Si vous avez une relance budgétaire, oui, vous avez moins besoin d'une relance monétaire de l'autre côté. Et là, alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques, mais il y a un problème de liquidité sur le marché américain. Une des raisons pour lesquelles les taux ont rebondi depuis le début de la semaine, je regarde vraiment avec un microscope, c'est que vous avez le paiement des impôts le 15 avril. Oui, c'était Tax Day, oui. Voilà, oui. Tax Day, ça veut dire que vous retirez du cash de votre banque pour le donner au gouvernement. Et si la banque a plus de cash pour investir sur les treasuries, les taux remontent très violemment. Mais de manière plus générale, alors ça c'est juste sur un jour évidemment, donc du coup ça s'est retassé le lendemain. Mais il y a un vrai sujet de liquidité. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est Franck parlait du 5 ans dans 5 ans sur l'inflation. Moi, je regarde aussi le 5 ans dans 5 ans sur les taux d'intérêt. Parce que ça vous dit où le marché anticipe que les taux vont se stabiliser à long terme. Depuis 2 bonnes années, on est à 2,25 sur l'Europe. Donc, en gros, le marché dit le taux normal en Europe, c'est 2,25. Pareil, on en parlait avec Michel. Avec prévision de croissance à 0,5, 2% d'inflation, vous avez 2,5. L'ordre de grandeur ne me chiffonne pas trop. Sur les États-Unis, on est en train de repricer, ça n'arrête pas de monter, ce truc-là. Et là, on est autour de 4,6, 4,7, alors qu'on était en dessous de 4 en fin d'année dernière. Donc le marché n'arrête pas de dire, mon taux d'équilibre, en fait, il est à 3, non à 3,5, non à 4, non à 4,5, et là, on est à 4,7, et ça... Enfin, c'est pas une droite, mais ça n'arrête pas de glisser vers le haut. Donc il y a un vrai sujet, je pense, sur l'équilibre des taux à moyen terme aux États-Unis, qui est probablement plus élevé que ce qu'on pensait précédemment. Avec un coût de la politique budgétaire qui va ne faire qu'augmenter. Alors, moi, il y a un grand mystère, c'est comment est-ce qu'on peut rééquilibrer le budget américain. On ne peut pas monter les taux parce qu'ils vont sortir les guns et... on peut monter les impôts. Non, c'est l'avantage de la situation américaine, d'avoir quand même des taux d'imposition qui laissent de la marge, au cas où. Oui, je pense qu'aucun candidat ne fera ça, mais non, il y a une solution, c'est enlever tout ce qui est Medicare, Medicaid, etc. Et il y a un think tank, donc un groupement... qui s'appelle Harbor Foundation, qui a publié un énorme papier de 800 pages, qui est le programme pour Trump, et il y a ça dans leur programme. C'est couper tous les programmes sociaux. D'accord. Donc ça permettra de continuer de baisser les impôts, quoi. Exactement. Ouais, ils ont une baisse d'impôts de 21 à 15% sur les impôts sur les profits des entreprises. Oui. Le lien entre politique budgétaire, politique monétaire, est-ce qu'il y a un degré de fiscal dominance, comme on dit, de domination budgétaire, la politique budgétaire qui aurait un poids, une influence sur la conduite de la politique monétaire?
ou pas? Après, non, je crois pas. Non. Je pense que les banquiers centraux sont indépendants et qu'ils essayent de faire revenir l'inflation. Là, en l'occurrence, il y a une campagne électorale. Certains attendaient que la Fed baisse les taux. Elle ne le fait pas. Non, mais dans le mandat de la stabilité financière, la question notamment en zone euro, du risque de fracturation, de fragmentation, c'est aussi un risque que la BCE à gérer elle-même à un moment qui ne semble pas se matérialiser aujourd'hui, mais bon, dans ses mandats, la BCE, si les dérapages budgétaires se multiplient, s'accumulent encore devant nous, non, voilà. Après, c'est notre avis. On verra lorsqu'il y aura, en temps et en heure. En temps et en heure. Pour l'instant, il y a effectivement des dérapages budgétaires en Europe, mais ça ne s'inquiète pas du tout les marchés. Non. Les marchés qui se réjouissent, au contraire. Il y aura plus de papier. Voilà, et des taux d'intérêt plus élevés, donc des bons placements, que ce soit en Italie ou pour la France, à des rendements attractifs. Bon, après, on est dans des équilibres qui nous semblent pas stables. Non. Pas durables. Là, on parlait tout à l'heure, Stéphane parlait des taux effectivement aux États-Unis à 4,7 à très long terme, ou même c'est un peu peut-être, quel que soit l'ordre de grandeur, au-dessus de 4, c'est vraiment pas non plus stable. Mais il y a une question pendante, le double financement des déficits américains. Et il y a une variable d'ajustement naturel qui devrait être le dollar, pour l'instant, qui n'a pas bougé. Donc il y a les taux, les dollars. C'est peut-être le dollar un jour qui se dépréciera. Ouais. Moi, je dis ça parce que ça fait des années qu'on prévoit ça. Nous, dans nos prévisions, ça ne se produit jamais. Vous avez un biais short dollar oui, dans les prévisions à long terme. À long terme, ouais, ça c'est le grand débat. Sur le plus court terme, j'ai déjà dû vous poser la question peut-être plusieurs fois, Franck, mais comment vous regardez? Est-ce que le marché regarde avec bienveillance ces questions de trajectoire de finances publiques à ce stade? Pourquoi? On ne parle pas des spreads. Oui, ça va être d'actualité. Enfin, le 26 avril, Fitch et Moody's vont revoir la note de la France. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre? Fitch ne va rien faire vraisemblablement parce qu'ils ont déjà bougé. Non, mais ils ont déjà intégré un scénario beaucoup plus défavorable dans la projection. Oui. Donc Fitch, c'est le rating le plus bas. Oui, bien sûr. Dans des trois agences sur la France, double à moins. Mais Moody's va certainement bouger. Oui. Dégradé. Pas dégradé. Abaisser la perspective. Oui, parce que, attention, oui, abaisser la perspective. Dégradé, non. Dégradé, c'est un cran. Sous surveillance, c'est possible? Oui, enfin, Moody's a le rating le plus élevé. Et la France est AA2. D'accord. En zone euro, AA2 stable. Maintenir la perspective stable dans le contexte budgétaire actuel, c'est pas trop crédible. Oui, surtout que Moody's intègre, dans sa fonction de réaction, deux critères essentiels. La capacité de réponse des autorités publiques face à une dégradation budgétaire. On ne peut pas dire que c'était extrêmement convaincant à ce stade. Non, mais ça bouge. Et les perspectives de croissance. Et les perspectives de croissance. Et là, le bas blesse. Donc, non, mais cette dégradation Moody's, elle est quand même très annoncée. Enfin, on s'y attend. Justement. Oui. C'est toujours la même question, mais qu'est-ce qu'une agence de notation, quelle qu'elle soit, apprendrait aux investisseurs sur un marché obligataire comme la France? Je prends toujours l'image, mais le moindre investisseur obligataire japonais ou le moindre investisseur obligataire du fin fond du Texas est au courant exactement de ce qui se passe en France, en tout cas sur les sujets qui l'intéressent. Oui, mais attention, c'est pas à vous que je l'apprends. On est dans le AA. Donc on est pratiquement dans la meilleure qualité de l'investissement. D'accord. Oui. Donc on n'est pas dans le domaine triple B, comme l'Espagne. On n'est pas dans le simple A. On est dans le AA. Et quoi qu'il se passe au mois d'avril ou fin mai avec Standard & Poor's, on va rester dans le AA. Et ça, c'est un critère important. Vous avez des acteurs publics, des banques centrales, des fonds de pension, la gestion des réserves, qui sont extrêmement sensibles au rating. Ce que je peux Michel, bien sûr. Effectivement, si jamais il y avait une dégradation des notes de Moody's et S&P, de Fitch et S&P, après, France serait AA, mais le plus bas niveau parmi le AA. Donc, ça veut dire qu'une dégradation... Déjà chez Fitch. Oui, pardon, une dégradation supplémentaire pourrait changer ça. Pour des investisseurs sous contrainte, notamment, ça peut
changer quelque chose dans les portefeuilles. Aujourd'hui, ce que dit Franck, c'est que pour les investisseurs sous contrainte qui doivent aller dans les cases bien sûr. AAA, AA, ce qui va se passer ce printemps, ça va rien changer, sauf qu'on sera à la limite. On se rapproche. On se rapproche de la limite pour être dans la case préférentielle de ces investisseurs. Les contraintes, c'est pas seulement une agence, mais souvent c'est quand même une moyenne du rating chez plusieurs agences, etc. En général de ce trois. D'accord. Donc c'est plus cet effet technique qui pourrait peut-être jouer. Mais bon, le fait est que, mais même sur l'Italie, il n'y a pas d'inquiétude. Sur la Belgique non plus. Il n'y a aucun. Voilà. Et on a une série de pays pour lesquels les trajectoires de dette publique vont augmenter dans les 4-5 prochaines années, alors que on avait eu la promesse qu'après la série de crises, les dettes publiques baisseraient. Ce ne sera pas le cas. Les ratios de dette publique vont monter. Ouais. Marché, agence de notation, on n'avait pas parlé, mais moi ça m'intéresse toujours. Moi, ayant suivi la crise souveraine. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas tellement la dégradation. Je pense pas que, c'est tellement attendu, télégraphié, etc. Ça devrait pas faire bouger beaucoup les choses. On pense beaucoup en termes de scénario central. Là, l'économie va pas si mal que ça repart. Moi, ce qui me fait très peur, c'est la prochaine crise, parce que quand vous avez un déficit très important. Et si vous partez de 5% de déficit quand tout va bien, là, vous allez vraiment aller dans le décor. Et si vous voulez, vous avez deux histoires que vous pouvez raconter. Il y a une histoire à l'allemande. Vous avez une crise, les taux d'intérêt baissent, donc vous pouvez emprunter parce que les taux d'intérêt sont bas et relancer l'économie. Si vous êtes l'Italie, c'est l'inverse. Vous avez une crise, le marché a peur, les spreads s'écartent, les taux d'intérêt montent et vous êtes obligé de sauter sur les freins au pire moment. Pour l'instant, la France a plutôt une typologie allemande. C'est-à-dire que les taux baissent quand l'économie va mal, on peut emprunter, relancer la machine. Les taux remontent, c'est désagréable, mais quand ça va bien, donc c'est pas trop grave. Le risque, c'est que les prochaines crises, on passe... On change de case. On change de case. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Le mapping de la zone euro tel qu'il a été défini entre cœur, semi-cœur, périphérie, les choses... Ça peut changer, et en termes de politique budgétaire, c'est extrêmement ennuyeux, parce que pour utiliser notre jargon, vous devenez pro-cyclique. C'est-à-dire que vous sautez sur les freins quand ça va mal, et vous relancez l'économie quand elle n'en a pas besoin, quand ça va bien. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et là, l'Allemagne ne relançant pas spécialement son économie quand ça va mal pour autant. Mais fair point. voyez c'est ce qui protège peut-être l'OAT d'ailleurs. Comme il n'y a pas de Bund en circulation, je me tourne vers l'obligataire. Il faut bien trouver le après le Bund, et ça reste. Si vous voulez du AAA en Europe, vous avez soit du Bund, soit les Pays-Bas, c'est tout petit, soit le Luxembourg. Si vous êtes une banque centrale, c'est pas le truc le plus gros. Et après, la case au-dessous, c'est effectivement liquide, profond, l'Irlande, la France, Finlande, et j'en oublie peut-être un. Donc vous vous retrouvez effectivement avec la France. Mais vous voyez, il ne faudrait pas qu'on bascule du côté obscur de la force, parce que ça devient très très ennuyeux en termes de politique budgétaire. Et de politique cyclique. Oui, la contrainte est complètement inversée. Exactement. Gardez la parole, un mot des marchés, le niveau de risque qu'on a envie d'avoir aujourd'hui, sachant que le premier trimestre a été excellent pour les actifs risqués, actions, crédits, etc. Et c'est vrai que depuis le début du mois d'avril, l'ambiance a un peu changé. D'ailleurs que les rebonds ont du mal à se mettre en place, c'est le grand yo-yo. Comment vous vous sentez, à l'aise ou non avec la prise de risque? Pas trop. Non, on a pris énormément de risques en octobre-novembre, parce que le marché était très pessimiste. Donc quand vous avez un marché pessimiste, quand vous avez une mauvaise nouvelle, il ne baisse pas, parce qu'il dit oui, je sais, c'est ce que j'attendais. Et quand vous avez une bonne nouvelle, ça rebondit. Donc ça, c'est très bien, parce que soit vous gagnez, soit vous ne perdez pas. Alors évidemment, c'est plus compliqué sur les marchés, mais c'est ça l'esprit. Donc dans ce cas-là, il faut y aller. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le marché était beaucoup trop pessimiste. Donc quatrième trimestre, ça a rebondi. Premier trimestre, on est resté sur cette tendance-là. Là, je trouve que on est exactement dans l'inverse. C'est-à-dire que les bonnes nouvelles, maintenant, sont dans les cours. Et on le voit sur les premiers résultats. Alors, on en a eu très, très peu. Mais quand vous publiez bien, vous montez pas beaucoup. Parce que le marché dit, oui, je m'attendais à une bonne nouvelle. Donc, voilà. Par contre, les publications qui sont mauvaises, c'est un main de sang. Ouais. Donc, vous avez exactement la même asymétrie, mais à l'inverse. Donc, moi, mon scénario central, pour revenir sur ce qu'on a dit, c'est une économie qui tient, qui va bien, et donc des marchés qui ont plutôt tendance à glisser vers le haut. Mais la probabilité
connaît une correction de 5 à 10% me semble assez importante. Et donc, tout s'est réajusté. L'obligataire, les devises. Oui. Ce qui ne s'est pas encore franchement réajusté, c'est peut-être les actions. Et si vous regardez les contraintes techniques, par exemple les stratégies systématiques, on a plutôt l'impression qu'ils ont eu énormément d'actions qui vont en revendre. Moi, j'ai un modèle de risk parity, alors c'est une autre stratégie systématique. Ils avaient quasiment le maximum possible d'actions d'après mon modèle. Ils sont normalement en train de couper neutraliser. Actuellement. Donc vous avez la vue macro fondamentale, mais vous avez aussi certains aspects techniques qui montrent qu'il pourrait y avoir des allègements à un moment donné. Et donc, ce n'est pas un bain de sang, une fois de plus, mais qu'on ait une respiration de marché et un retracement de 5 à 10%, ce ne serait pas du tout étonnant. Sur la partie obligataire, Franck, bon, je comprenais, si la BCE est amenée à baisser ses taux, ça plaide pour l'Europe, de la duration en Europe, et toujours du très court aux États-Unis, de ce point de vue-là. Oui. Donc, on voit que 2,50 sur le bout de 10 ans a très bien tenu. C'est une barrière un peu psychologique. Ouais. Et il y a toujours des acheteurs. C'est 3 sur l'OAT et 2,50 voilà, sur exactement. Et là, vous avez toujours des flots d'acheteurs institutionnels. D'accord. Là, on l'a vu ces derniers jours encore. Voilà. D'accord. Et pour des gros montants. Donc, vraiment, ça marche bien. Non, ce qu'il faut tirer de la période récente, c'est que, certes, l'obligataire est volatile, mais aujourd'hui, il offre de la valeur. Il offre vraiment de la valeur pour un investisseur de moyen terme. Toujours très compliqué d'aller taper des points hauts, mais on est sur des zones attractives. Surtout en zone euro, où effectivement, on va rentrer dans ce cycle de baisse des taux. Donc aux États-Unis, un peu de prudence, mais on aime bien les parties très très courtes, qui sont pricées d'une manière pour nous excessive, vraiment excessive. Ce sera difficile d'aller plus haut, honnêtement, sur le 2 ans américain. Et puis vous avez 5% de carry. Oui, c'est ça. Oui, et avec une perspective plutôt favorable sur la devise. Oui. Ouais. Qui ne s'arrête pas pour l'instant. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Franck Dixmé, Allianz Global Investors, Michel Martinez, Société Générale CIB, et Stéphane Déo, Eleva Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion alternative, avec cette question: quelle place pour la gestion alternative, notamment dans les portefeuilles en France? Franck Bielikov est à mes côtés en plateau, associé fondateur et directeur général d'Elebor Capital. Franck, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, il y a une dizaine d'années de track record chez Elebor Capital, c'est ça? Exactement, on a fêté en février dernier les 10 ans de track de notre stratégie cœur d'arbitrage de dérivés de crédit. D'arbitrage de dérivés de crédit, on essaiera d'en dire un mot, mais justement, ça permet de poser un peu le sujet, parce que si on considère la gestion d'alternatifs comme une classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui est très vaste. Exactement. Qu'est-ce qui caractérise pour vous la gestion alternative, pour qu'on ait tous à peu près les mêmes paramètres en tête? Alors déjà, pour nous mettre en perspective de ce qu'on fait par rapport à cette gestion, j'ai envie de faire un parallèle avec... on est à l'industrie de la gestion, ce que les boulangers artisanaux sont à l'industrie du pain et de la viennoiserie. On est des artisans. Artisan 1, parce que c'est une société de gestion entrepreneuriale. Petite société, 11 personnes, capitaux exclusivement des partenaires initiaux. Et on est aussi un artisan parce qu'on fait des produits très niches, très spécifiques et avec des encours très limités. Voilà, c'est la première chose. Alors après, effectivement, on appartient au grand monde de l'alternatif. Alors déjà, l'alternatif, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas traditionnel, c'est alternatif à la gestion traditionnelle. Très bonne définition. Donc vous en parliez en plateau tout à l'heure. Donc c'est effectivement les actifs risqués, long only, alors du monétaire, de l'obligataire et des actions. Cela étant, dans l'alternatif, vous avez plein de stratégies différentes. Alors, on va commencer par tout ce qui est... Alors, c'est le truc à la mode depuis quelques années maintenant, depuis les taux d'intérêt nuls ou voire négatifs, donc tout ce que sont les actifs privés, dette privée, private equity, et tout simplement parce que les investisseurs sont allés chercher de la prime, et la prime, elle vient de l'illiquidité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la prime d'illiquidité. Alors, bon, on va voir comment, avec la hausse des taux, comment tout ça va se passer. Positifs, comment les choses évoluent. Le mur de la dette de refinancement ou à la sortie du private equity est plus compliqué. Il y a aussi là-dedans, il y a les actifs réels, l'immobilier pour faire court. Vous avez l'infrastructure, pas mal de choses, et puis vous avez la performance absolue. C'est ça.
Alors la performance absolue, donc il disent que c'est du hedge fund en fait. Alors le problème du hedge fund, c'est où est-ce qu'on en parle. Si je suis en France, les gens ont plutôt tendance à traduire hedge fund par fonds spéculatifs. Fonds spéculatifs, voilà. Exactement. Alors que j'aime beaucoup nos amis québécois qui appellent ça fonds de couverture, parce que c'est quoi l'ADN de la performance absolue? C'est de délivrer une performance positive partout de marché, dans tous les contextes de marché, donc régulière, avec des risques de perte en capital limité, ce qu'on appelle le drawdown, et une protection du capital. Voilà, c'était aussi simple que ça. Autant le dire, il y a une traduction, celle des Québécois, qui est assez fair et qui est assez littérale par rapport à la terminologie anglo-saxonne. Tout à fait. Et il y a une traduction qui est peut-être un peu plus connotée, celle française, de fonds spéculatifs. Qui embarque un certain nombre de gros mots derrière. Mais voilà. D'où cette question sur la place de la gestion alternative en France. Est-ce que cette gestion alternative, performance absolue, spécifiquement parlant peut-être, est-ce que vous estimez qu'elle a la place qu'elle mérite? Alors, je ne suis pas porte-parole de la gestion alternative, enfin de la performance absolue, parce qu'en gros, il y a 3000 fonds de hedge fund et qui gèrent grosso modo 3 trillions. Donc voilà, moi je peux effectivement considérer que par rapport à notre type de stratégie, c'est compliqué. Alors c'est aussi compliqué parce qu'il y a cette connotation hedge fund qui embarque un certain nombre de passifs, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Et puis aussi des questions de format. Parce que vous savez qu'en Europe, dans la gestion, vous avez 2 formats, la directive UCITS et la directive AIFM. Donc nous, on a fait le choix. Alors le UCITS, c'est plutôt réservé aux institutionnels retail, les particuliers, avec des termes de liquidité qui sont plutôt quotidiens, voire hebdomadaires. Et tout le reste, AIFM, des règles de gestion un petit peu plus souples, des contraintes de risque plus souples et une liquidité un peu moindre. Nous, par exemple, on offre une liquidité mensuelle. Donc le fait est qu'effectivement, on se retrouve en Europe et notamment en France avec des investisseurs institutionnels pour qui l'AIF, le FIA, Fonds d'investissement alternatif, serait un débouché évident, ont plutôt tendance à avoir acheté la marque UCITS. Parce que il y a historiquement une relation forte entre le marché français, y compris les instituts, et le UCITS. Oui, parce que ça embarque un certain nombre de garanties réelles ou supposées. Parce que malgré tout, on a vu que des UCITS, ça s'appelait encore des OPCVM à l'époque, mais dans la grande crise financière, il y a de très gros OPCVM monétaires qui ont fermé au rachat, donc on a appelé ça des Gates. Il y a quelques gros UCITS encore récemment qui ont eu des stratégies d'investissement un peu risquées, qui fait qu'ils ont montré des performances qui étaient très négatives. Voilà. Ouais. Alors après, donc ça ne protège pas de tout. Ça ne protège pas de tout. Donc, mais c'est quand même... Après, il y a un biais psychologique. Vous êtes investisseur dans un grand groupe, vous avez tendance à aller effectivement aller chercher ce que font faire les autres. Hein. Donc effectivement, alors que le UCITS, effectivement, a plein d'intérêts. Il y a des très bons gestionnaires du site, mais quelque part est moins innovant parce qu'ils vont essayer de suivre le benchmark plus que des gens comme nous qui vont faire des choses très très niches. Vous allez nous dire dans un instant, mais est-ce qu'un des freins aussi, c'est le retour de taux positifs, de rendement 10 sans risque positif, jusqu'à du 5% pour du 2 ans américain? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça, pour un allocataire ou un institutionnel, ça limite l'envie d'aller chercher du risque parfois complexe dans de la gestion alternative? Là, je vous suis complètement. C'est la prime de complexité, effectivement. Notre premier concurrent va être le cash, quoi. Voilà, tout simplement, notamment en dollars. Mais et donc c'est plus, effectivement, il y a des périodes où c'est plus compliqué parce que ce type de stratégie, comme je vous l'ai dit, elle délivre une performance régulière qui est pas nécessairement stratosphérique dans ces environnements parce qu'elle a besoin aussi d'un peu de volatilité pour extraire du gras finalement. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, comme vous le dites, la prime de complexité pour aller sur ces stratégies-là, c'est pas évidente. Ça n'en vaut pas la peine. Ouais. Mais ça, c'est un temps de marché qui ne va pas durer. Nous, on se base aussi, alors je ne sais pas si on peut parler maintenant de ce qu'on a fait. Ah il faut maintenant, bien sûr. Nous, avec 10 ans de track record, on a effectivement délivré à nos investisseurs plus de 125% de performance depuis l'origine. Toutes les années ont été positives, et évidemment pendant la crise du Covid. Une performance annuelle de 8,5% au-dessus du taux sans risque. Au-dessus du taux sans risque. Là, si les taux sans risque augmentent, moi je suis censé délivrer une performance benchmarkée par rapport à ce taux sans risque. Avec effectivement ce qu'on appelle les drawdowns, donc c'est ce qu'on va mesurer par le baisse du pic au creux. Voilà, le Sharpe ratio qui est environ de 2 et la protection contre les pertes en capital qui naît déjà du fait que nous sommes les premiers investisseurs de tous nos fonds. Ce qui n'est pas le cas j'ai connu par
par le passé des moments de marché où il y avait privatisation des gains et mutualisation des pertes. Voilà, donc skin in the game, comme disent les anglo-saxons, c'est quand même une garantie effectivement de sérieux de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous apportez justement là, la stratégie d'arbitrage de dérivés de crédit? Comment vous la vendez? Qu'est-ce qu'elle apporte à un allocataire ou à un investisseur aujourd'hui dans les multi-stratégies ou les multi-classes d'actifs dans lesquelles il est investi? On apporte déjà le fait de traiter quelque chose de très particulier, ce qu'on appelle un arbitrage parfait. Parce que le monde de la gestion alternative ou de la performance absolue gère beaucoup de ce qu'on appelle de l'arbitrage, mais il est généralement statistique. Donc on a vu par le passé des arbitrages statistiques qui pouvaient mal se passer. Oui. Voilà. Nous, c'est un arbitrage parfait. C'est un instrument assez simple, un dérivé de crédit, un indice de dérivé de crédit qu'on va répliquer par l'ensemble de ses constituants. Donc on a pas de risque de crédit, absolument pas de risque de crédit dans le portefeuille. Donc, de facto, on n'a pas d'analyse crédit. J'ai pas, comme vous avez dit sur le plateau précédent, de vue macro, micro. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, on est en moyenne de cycle, capable de délivrer une performance telle que je l'ai décrite, un objectif de taux sans risque plus, alors disons 6%, avec des risques effectivement de drawdown très limités et avec en plus l'espérance de pouvoir augmenter significativement la profitabilité de mon investissement dans des périodes de stress. Parce que moi, c'est un marché où il me faut des histoires de crédit, il faut que des histoires de crédit se passent sur les marchés. Il faut qu'il y ait de la volatilité sur les marchés de crédit. De la dispersion, de la volatilité pour effectivement que les investisseurs soient beaucoup plus actifs sur à la fois les indices et à la fois leurs constituants, puisque les constituants sont utilisés par des investisseurs obligataires pour couvrir une certaine partie de leur portefeuille sur un secteur particulier. Voilà. Ouais. Comment vous regardez les paramètres de marché aujourd'hui par rapport à cette stratégie historique d'Elébor Capital? Est-ce que les paramètres du moment sont bons, très bons pour vous, moyens, médiocres? Ils sont moyens. Alors, comme j'ai vu sur le plateau précédent, effectivement, on sort d'une période, en fait, effectivement, de hausse des actifs sans risque, où les gens étaient moins actifs sur cette patte CDS de protection. Ouais. Parce qu'un CDS, c'est une assurance. Voilà. Donc, vous achetez... Assurance contre le risque de défaut d'un émetteur. C'est une assurance que vous achetez, elle n'est pas obligatoire, bien entendu. Donc vous l'achetez quand vous pensez qu'il va y avoir un peu plus de risque, ou vous agissez sur les indices pour prendre du risque de manière diversifiée. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le moindre choc macro ou micro va faire que de toute façon, cet actif qu'on traite, parce qu'en fait ce que j'appelle un actif, c'est de la base, c'est la différence de prix entre l'indice et ses constituants. Ouais. Et donc cette base, elle varie dans le temps, elle a des effets de retour à la moyenne très forts, mais elle bouge effectivement en fonction du fait que des investisseurs vont traiter massivement les indices ou vont se reporter sur les constituants. Sur les dérivés. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc là, vous dites, c'est des paramètres... On a appris, c'est un métier, mes associés, en fait, pour tout vous dire, on a, avant de faire le fonds, mes associés, mes portfolio managers ont traité cet actif pendant 10 ans. Donc on a eu le temps long pour apprendre à être patient, pour connaître des contextes de marché différents. Très différents, et pour savoir que de toute façon, à un moment ou à un autre, la volatilité va revenir et va nous donner des opportunités évidentes. Voilà. Donc, et le track le démontre, puisque effectivement, je pense que ce type de performance sur le long terme est assez rare. Vous disiez, je reprends l'image artisanale, niche, une expertise très forte, on n'est pas là pour faire du généraliste. Est-ce qu'au bout de 10 ans, on reste sur une stratégie ou une mono-stratégie d'arbitrage de dérivés de crédit, ou est-ce qu'il y a quand même l'idée d'apporter d'autres briques d'expertise au marché? Alors, comme déjà on a une infrastructure très riche en termes d'informatique, c'est un marché de dérivés de gré à gré qu'il faut être capable de traiter en temps réel. On a beaucoup investi sur les 11 personnes, j'ai 4 informaticiens, plus mes partenaires qui sont eux-mêmes des ingénieurs. C'est une boîte de tech. C'est une boîte de tech avec une fintech à côté. Donc on s'est dit à un moment, effectivement, y a-t-il des stratégies niches comparables qui traitent des produits assez similaires en termes de profil de risque? On en a trouvé une. On a lancé il y a 1 an une stratégie sur les swaps de volatilité. Ça s'appelle Equity Dispersion. C'est de l'arbitrage, même logique, la dispersion. Voilà. Donc j'ai un indice, mais cette fois c'est de l'indice action contre un certain nombre. C'est pas tous les constituants, un certain nombre de constituants. Et je vais jouer pendant les périodes d'annonce de résultats, effectivement, de l'accroissement de la dispersion sur certains noms. Donc on essaye effectivement, tout en restant niche l'objet pour nous. Notre modèle économique, c'est de faire de la performance. Donc, c'est pas de faire des encours. Ouais, j'entends. Faire grossir nos encours à 1 milliard,
On pourrait. Ça peut même se faire au détriment de la performance. Ça se fait, ça se fait évidemment au détriment de la performance. Merci beaucoup Franck. Merci de nous avoir plongé au cœur de la gestion alternative, des stratégies de performance absolue et notamment de l'arbitrage de dérivés de crédit. La spécialité d'Elebor Capital. Franck Bielikoff était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.